Bonjour chers collègues. Je suis très heureux d'être là parce qu'effectivement, comme l'a souligné Jean-Paul, c'est vraiment une équipe d'amis, une équipe qui a travaillé depuis très longtemps, sauf qu'il a dit une erreur, on n'est pas amis depuis 30 ans, mais depuis 40 ans, mais ça, c'est la sénescence qui, quelquefois, peut provoquer ce genre d'erreur. Alors, plus sérieusement, la prothèse partielle amovible, effectivement, elle n'est pas finie du tout. Je peux vous dire que depuis que j'exerce, ce qui fait maintenant 42 ans, j'ai estimé, c'est une estimation, je n'ai pas compté, avoir traité entre 5 000 et 10 000 cas de prothèse partielle amovible sur châssis métallique. Alors, cela veut dire qu'effectivement, les cas ne disparaissent pas, mais qu'en plus, on se retrouve, ça m'a permis de faire une statistique qui me montre un petit peu les types d'édentements que l'on a. Au premier chef, qu'est-ce qui arrive en tête? Et vous vous en doutez, vous êtes tous des praticiens, c'est les édentements bilatéraux terminaux, à savoir les classes 1 de Kennedy que vous connaissez tous. En deuxième position, c'est justement ce dont je suis chargé de parler aujourd'hui, les édentements de classe 2, c'est-à-dire les édentements unilatéraux terminaux. Alors, dans ces édentements unilatéraux terminaux, nous allons voir qu'il y a plusieurs particularités. L'édentement tout à fait typique, c'est celui que vous avez ici, sur lequel on a deux molaires qui sont absentes. C'est le cas typique d'un édentement unilatéral terminal, mais il peut être beaucoup plus important. Là, il s'agit d'une classe 2 de Kennedy, mais vous remarquerez ici qu'on a la canine en mésial de l'édentement qui est absente. Là, c'est plus du tout ça, c'est une classe 5 d'Applegate Kennedy qui est beaucoup plus difficile à traiter. Mais cependant, il y a des points communs entre ces deux traitements. Autre traitement que l'on peut avoir, des édentements intercalaires, ça ne fait pas partie de mon propos, c'est vrai, mais vous aurez dans cette classe 5, puisqu'il s'agit aussi d'une classe 5, les mêmes problèmes que sur un édentement terminal unilatéral. En particulier, on va l'avoir après, la rotation dans le sens frontal autour de la crête. Et puis, on peut avoir aussi quelques classes où on a des modifications sur le secteur contralatéral, et on verra plus tard dans l'exposé, mais vous le savez, j'en suis sûr déjà, il ne faut surtout pas fermer ces créneaux, qui sont des créneaux qui sont éminemment stabilisants. Alors, quels sont ces mouvements que l'on peut avoir dans les classes, les édentements unilatéraux terminaux? Bien sûr, on va avoir d'abord ce qui est commun à tout édentement, c'est la rotation autour de la crête, et aussi la rotation distale terminale dans le sens indiqué par les flèches que l'on voit ici. Dans des cas classiques, et que je dirais pas faciles, mais relativement aisés à traiter, comment va-t-on traiter ce genre de choses? Eh bien, on va tout d'abord tracer les axes de rotation et on va se servir de la classification de Kennedy d'une part et de la classification que peut-être que certains connaissent moins, qui est la classification de Kummer, qui avait déterminé des lignes de rotation qu'on appelle lignes de Protero. J'ai changé un petit peu l'appellation, je ne m'appelle pas Kummer, je m'appelle Santoni, je les ai appelés axes de rotation. Ils sont principaux, ils sont secondaires, ce n'est pas très important. Dans ce cas-là, l'axe de rotation principal va passer par la crête et par la dent qui borde l'édentement. Et on va examiner comment contrer les mouvements parasites indiqués par la flèche. Il va falloir des rétentions dans ce secteur. Et pour trouver des rétentions dans un secteur qui est denté, c'est le crochet de Bonwell, dont on verra qu'il n'a pas que des avantages plus tard. Dans l'autre sens, pardon, je suis allé un petit peu trop vite en appuyant sur la flèche, est-ce que vous m'en excusez? Dans l'autre sens, ça sera bien sûr avec des appuis de ce côté-là. Le fait d'avoir mis un crochet de Bonwell dans ce secteur, qui peut être avancé d'une dent ou reculé d'une dent, peu importe, mais le fait d'avoir mis cet appui va déclencher un axe de rotation secondaire. Et toujours pareil, vous allez raisonner, soulèvement postérieur, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de rétention là, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un appui dans ce secteur. Évidemment, je ne vais pas choisir les incisives qui sont fragiles au niveau parodontal, je vais aller plutôt sur les dents solides au niveau canine ou prémolaire. Et dans l'autre sens, ça sera bien sûr au niveau... Pardon, j'ai appuyé, j'en suis désolé, il y a une touche qui n'était pas prévue, on va relancer, hop. Et voilà.
Dans l'autre sens, c'est-à-dire sens de l'enfoncement postérieur, à ce moment-là, il n'est pas du tout possible d'avoir une rétention quelque part. Donc, c'est la surface d'appui muqueuse qui va agir. Surface d'appui, connexion principale, plaque palatine pleine ou ajourée selon l'indication, et surface d'appui d'aisselle. Pour optimiser, en particulier à la mandibule, on verra aussi après, pour optimiser cet appui, il est intéressant, bien sûr, d'avoir des systèmes d'empreintes qui vont mettre en condition un petit peu la muqueuse, qui vont la mettre sous la forme qu'elle a lors des pressions occlusales, et ça sera des empreintes que vous connaissez, qui sont les empreintes anatomo-fonctionnelles. Alors, le fait d'avoir mis ensuite un appui complémentaire va déterminer encore un axe de rotation. Il faut savoir, mais c'est vrai pour toute la prothèse partielle amovible, quand vous développez des axes de rotation et que ces axes de rotation ne sont pas collinéaires, vous allez tracer des polygones qui peuvent être des triangles, qui peuvent être des trapèzes, et plus vous développez ces axes de rotation secondaires, eh bien, vous allez vers la stabilité. C'est assez simple à comprendre. Mais un autre raisonnement fait qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut pour équilibrer. Équilibrer une prothèse partielle amovible, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement neutraliser les mouvements parasites, et il y en a un qu'il faut freiner, c'est le mouvement selon l'axe d'insertion et de désinsertion de la prothèse. Et là encore, vous avez un autre axe, je vais le passer rapidement sous silence, parce que je pense que les schémas sont très explicatifs, et on arrive au tracé qui est déterminé. Vous remarquerez dans les tracés, je ne vais pas faire un cours sur les châssis aujourd'hui, bien évidemment, on n'en a pas le temps. Mais vous remarquerez qu'on arrive toujours à des tracés très épurés. On met un élément de châssis quand il a une utilité. S'il n'a pas d'utilité, on ne le met pas. N'écoutez pas les prothésistes, ne respectez pas les prothésistes, c'est à vous de décider vos tracés. Les prothésistes doivent être un peu des obsédés sexuels, ils nous font des formes en soutien-gorge ici, ça ne rime absolument à rien. Ils font des fioritures pour se faire plaisir. C'est vous les patrons, c'est vous les architectes, c'est vous qui détectez les traitements, qui déterminez les traitements, pardon. Alors, on peut avoir des classes 2 plus importantes, bien évidemment, mais le fait d'avancer une potence, et excusez-moi, je vois très mal ici parce qu'on est mal éclairé, et donc je me trouve sur les mauvais boutons. Le fait d'avancer la potence, ici, va faire que cela va augmenter de soi-même la surface d'appui palatine. Et c'est évident, plus de dents sont absentes, plus il faudra de la surface d'appui muqueuse pour contrebalancer ce manque d'appui. J'ai oublié de vous dire, et je le dis tout de suite, il n'est pas question, il est totalement interdit, il y a peut-être des gens dans la salle qui vont me contredire, mais je serai prêt à les recontredire moi-même, de faire de la prothèse désolidarisée. On fait soit de la prothèse rigide quand on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, on fait la prothèse semi-rigide en suivant tout à fait les préceptes d'un grand monsieur de la profession qui s'appelle Jean-Noël Nally. La prothèse amortie ne peut pas gérer l'occlusion, c'est absolument impossible. Et l'occlusion est quelque chose de déterminant. Je peux vous dire que dans ma vie professionnelle, j'ai eu des cas de prothèse subtotale avec 3-4 dents qui restaient, que j'ai traité en amovible, en disant aux patients, bon, dans 5-6 ans, il faudra une prothèse totale. Et d'avoir ces prothèses qui étaient présentes 15-18 ans après. Pourquoi? Parce que l'occlusion était bien gérée. Donc, c'est quelque chose de très important, mais qui dit occlusion stable, dit occlusion relativement fixe. Vous ne pouvez pas faire une occlusion sur un coussin qui s'enfonce. C'est absolument impossible. Alors, vous pouvez avoir ce cas. On m'a demandé de traiter les édentements terminaux, mais vous pouvez avoir le cas avec ici un créneau édenté. On appelle ça une modification. On peut appeler ça un créneau, peu importe. Il faut absolument le garder, ce créneau. Le fait d'avoir ce créneau va vous permettre d'équilibrer votre prothèse. Ce qui veut dire équilibrer, ça veut dire avoir des efforts occlusaux sur la gauche et sur la droite. Éminemment stabilisant pour votre prothèse. Il est totalement prohibé d'aller faire un bridge. Et j'ai entendu des enseignants, qui ne font pas partie de la prothèse, heureusement, dire qu'il fallait boucher ce créneau. Absolument pas, c'est une faute professionnelle même. Si vous êtes amené à solidariser les dents pour des raisons parodontales ou autres, à ce moment-là, il faudra passer par l'intermédiaire d'une barre. Mais attention, les barres prennent énormément de place et il faut beaucoup de place disponible. Alors, on fait le raisonnement. Là, c'est très facile parce que, de par le fait même, vous avez 3 axes de rotation, vous êtes sur la stabilité, vous allez avoir 2 crochets de Hackers, un crochet d'Ali Martinet, la plaque se dessine toute seule. C'est on ne peut plus simple. Ce cas est relativement simple et on peut dire même que vous vous retrouvez dans un traitement de classe 1 de Kennedy.
hein, puisque vous avez des dents sur les deux côtés. Alors, on voit quelques exemples de traitements réels. Celui-là, où il n'est pas vieux, celui-là, il y a quelques jours, simplement. Tout ça, ce sont des exemples pris à l'hôpital qu'on fait. Je fais actuellement plein temps hospitalier. C'est des traitements faits par les étudiants, guidés par moi-même, bien évidemment, hein, mais on prend beaucoup de soin à les faire. On voit quelques petits défauts, mais qui ne sont pas des défauts dramatiques. Ici, on revient un petit peu trop en avant. Bon, ces petites choses pas fondamentales, on va les passer sous silence maintenant. À la mandibule, on n'en a pas parlé, à la mandibule, vous aurez un souci supplémentaire. Le souci supplémentaire est le suivant, c'est que vous avez le problème de la longueur de la barre linguale. Il faut savoir que la longueur de la barre linguale ne doit pas passer 7 équivalents cuspides. Quand on mesure une dent, on la mesure en mésodistale. Hein. Une molaire, ça va faire 2 équivalents cuspides. Si on mesure une prémolaire, une canine, ça fait, la canine n'a pas de cuspide, bien évidemment, mais on compte un équivalent cuspide et pour une incisive aussi. Donc si je compte ici, j'ai entre les deux potences que nous avons ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équivalents cuspides, je suis bien, ici j'en ai 3, il n'y a pas de souci. Mais si je n'avais pas mis cet appui complémentaire avec ce fil d'appui coronaire, j'aurais une barre qui se serait déformée et donc ce n'était pas possible. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte toujours à la mandibule. Vous allez me dire, on peut faire un bandeau, certes, mais si vous faites le bandeau, vous recouvrez la sertissure gingivale, ce qui fait que vous risquez d'aggraver les problèmes parodontaux. Les patients édentés partiels que nous soignons ont un certain âge et ne sont pas indemnes, bien sûr, de problèmes parodontaux. Alors, le bandeau, certes, il faut quelquefois le faire quand la place n'est pas suffisante, quand on a des contre-dépouilles ou des choses comme ça. Évidemment, ça peut être fait aussi sur de la prothèse fixée, mais j'appelle ça des prothèses composites simples. C'est la prothèse fixée, c'est un patient soigné à l'hôpital aussi, mais sur lequel on n'a pas mis d'attachement, on n'a pas fait de fraisage de précision, on avait besoin de coiffer dans le secteur antérieur pour différentes raisons, mais on retombe exactement sur les mêmes principes. Alors, les points forts, après, dans vos traitements, hormis l'équilibre de la prothèse, c'est l'empreinte anatomo-fonctionnelle. Elle est indiquée essentiellement à la mandibule. Au maxillaire, dans ma carrière, je vous ai dit le nombre de châssis, j'ai fait des empreintes anatomo-fonctionnelles qui ne se font jamais avec châssis, bien sûr, à peu près une vingtaine de fois. Vous voyez, plus de 5000 châssis, 20 empreintes anatomo-fonctionnelles au maxillaire. Par contre, à la mandibule, je peux vous dire que là, j'en ai fait peut-être 4000 d'empreintes anatomo-fonctionnelles. Malheureusement, les prothésistes sont très mal formés pour traiter les empreintes anatomo-fonctionnelles. À l'hôpital, je traite les empreintes anatomo-fonctionnelles moi-même parce que je veux que ça soit bien fait. Quand vous traitez une anatomo-fonctionnelle, vous avez 2 possibilités. Les possibilités sont déterminées par le cas clinique. Quand vous avez plusieurs appuis qui dessinent un polygone, la technique idéale, c'est le moulage corrigé. Quand vous n'avez que 2 appuis qui dessinent une ligne, c'est le cas des classes 1, mais dans les classes 2, on aura toujours au minimum 3 appuis. À ce moment-là, ça sera une surempreinte. La surempreinte donne moins de précision, donc il faut favoriser toujours le moulage corrigé quand cela est faisable. Quelques autres exemples voilà, de boxage, c'est quelque chose d'élémentaire, mais je montre ces choses élémentaires. Vous savez pourquoi je les montre? Parce que personne ne le fait. Alors, parce que personne ne le fait, je montre des choses élémentaires. Voilà, des techniques, c'est pour préparer, n'importe quel praticien peut faire ça. Pour préparer ça, il faut quoi? Un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout. Le dernier élément qui est très important, et j'en ai touché quelques mots tout à l'heure, c'est l'occlusion. Alors l'occlusion, je ne vais pas faire quelque chose sur l'occlusion maintenant, il faudrait 3 ou 4 heures. C'est pas possible. Mais simplement quelques règles de bon sens. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours essayer de protéger en occlusion cinématique s'entend la prothèse amovible par les éléments fixés. Les éléments fixés, ça peut être les dents naturelles ou des prothèses fixées. Donc en latéralité, ça veut dire protection canine sur des dents naturelles ou guide antérieur sur des dents naturelles. Quand cela est faisable. Parce que cela évitera la déstabilisation des prothèses amovibles et par là même de forcer sur les dents support et d'assurer la pérennité de ces dents. Parce que la prothèse partielle amovible, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas l'antichambre de la totale. Bien que je veuille fournir mes amis qui vont faire des exposés de prothèse totale après. Hein. L'essentiel de la prothèse partielle amovible, c'est conserver les dents restantes. Remplacer les dents absentes, bien sûr, mais conserver les dents présentes. Si
cette équilibration n'est pas possible par des protections. Si votre cas clinique ne l'impose pas, on verra 3 petits exemples tout à l'heure. À ce moment-là, vous allez essayer d'équilibrer la prothèse. Équilibrer la prothèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire en latéralité, agencer des charges occlusales à la fois sur la partie gauche et sur la partie droite de la prothèse lors des mouvements de latéralité. Autrement dit, l'occlusion bilatérale équilibrée qui est préconisée en prothèse totale. Et enfin, si aucune des deux éventualités n'est possible ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce qu'on peut. Il nous restera uniquement la fonction de groupe. Ça ne veut pas dire qu'elle est souhaitable. Ça veut dire qu'il ne reste que ça. En tout cas, quand vous faites une fonction de groupe, il faut toujours qu'elle soit le plus antérieure possible pour des histoires de bras de levier avec les points d'appui des muscles, tout simplement. Alors, voilà quelques exemples. Ici, sur ce type d'édentement, eh bien, c'est très simple. Si on traite cet édentement, c'est protection canine bilatérale. Si je prends le suivant, cette fois, la canine a disparu. Donc, est-ce que je peux faire une protection canine? Non, je n'ai pas de canine, bien évidemment. Enfin, j'ai canine mandibulaire, mais pas maxillaire. Donc, est-ce que je peux équilibrer la prothèse? Non, parce que la prothèse amovible ne va pas sur le secteur contralatéral. Ça sera donc fonction de groupe d'un côté et fonction canine, protection canine de l'autre côté. Et enfin, sur ce cas, et vous voyez encore une raison de ne pas boucher les créneaux édentés, le fait d'avoir ces deux édentements va me permettre d'agencer sur cette classe 5 une occlusion bilatérale équilibrée. C'est une énorme faute de boucher ça. Alors maintenant, après avoir vu ces traitements par châssis simple, en quelque sorte, on va passer par les châssis à prothèse composite. Quand je parle de prothèse composite, on peut les appeler combinés, je ne suis pas à cheval par les termes, c'est associant de la prothèse fixée à de la prothèse amovible, mais avec des préparations de précision, ce qui suppose bien sûr des aménagements fraisés faits à la fraiseuse, et ce qui supposera aussi des techniques de réalisation du châssis pas surcoulées. Vous allez me dire, et la CFAO, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? Rien. Pour le moment, absolument rien. La CFAO peut faire des châssis, oui. Elle ne sait pas encore faire des châssis métalliques allant dans des fraisages de précision. Ces fraisages de précision ont été mesurés, la précision obtenue est de l'ordre de 40 micromètres. Hormis les techniques de surcoulée, on n'a pas d'autres techniques pour faire ça. Si ces aménagements fraisés ont du jeu, ça ne marchera pas. Vous aurez des échecs sur les attachements. Décidément, je me suis encore trompé. Voilà, donc ici, sur ces photos qui sont quand même grossies énormément, hein, mais j'ai fait des mesures au microscope dessus, voilà les précisions que l'on peut obtenir. Là, il est évident, c'est quand même des prothésistes qui tiennent la route, hein, qui ont fait ça. Et voilà, donc le principe, et je ne vais pas faire encore là-dessus, le principe sera toujours un aménagement fraisé en mésial très précis, qui va se comporter comme du glissière, qui va empêcher la rotation de la prothèse, et un attachement en distal, qui sera donc un attachement coronopériphérique que l'on choisira de type rupteur. Mais cependant, c'est très important, la prothèse n'aura pas un comportement rupteur. Elle ne sera pas désolidarisée. Ça sera un concept que j'ai défendu, que j'ai décrit, qui s'appelle le concept rigide-semi-rigide. C'est intermédiaire entre le semi-rigide et le rigide. On a quelque chose de plus rigide que sur un châssis classique. Mais cela va demander, bien évidemment, de solidariser un certain nombre de dents. Alors, un petit exemple sur lequel je vais aller vite. Un monsieur, pas très motivé, hein, à l'époque j'étais encore en libéral, et c'est son épouse qui l'a mené à coups de pied aux fesses pour se faire soigner, il n'était pas trop motivé. Donc, des délabrements, des petits composites, donc le fait de coiffer les dents antérieures s'imposait, et donc on est allé sur une technique de prothèse composite, avec un petit créneau que je n'ai pas fermé. Ça n'a peut-être pas été la meilleure des choses, parce qu'un petit créneau, c'est toujours très embêtant à exploiter, et ça m'a quand même un petit peu embêté. Hein. Donc des fraisages de précision, et on réalise ce type de châssis. L'attachement, vous remarquez que je ne vous ai pas cité un nom d'attachement, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, le nom d'attachement. C'est le principe qui compte. Donc moi, je mets des attachements fiables, pas chers, faciles à employer, tout simplement. Hein. Ce qui déterminera le comportement de ma prothèse, ce n'est pas du tout l'attachement. C'est la conception globale de ma prothèse. Si je n'ai pas fait une grosse surface d'appui ici, ça sera un échec. Ce n'est pas parce qu'on fait la prothèse composite qu'on va oublier les autres préceptes de la prothèse amovible.
Alors, quelques photos de réalisation, on les passe vite pour ne pas perdre de temps. Empreinte anatomique de position, ça c'est une constante. Quand on travaille là-dessus, il faut prendre une empreinte des éléments fixés et couler cette empreinte. Les prothésistes me font toujours ça très mal. Résultat, je le fais moi-même. Mais vous allez me dire, pour faire ça, il faut être prothésiste? Un peu. Un peu. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bons praticiens prothésistes si on ne connaît pas les étapes de laboratoire. Voilà. Bon, la prothèse terminée. Bon, regardez les détails. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un monsieur qui était fumeur de pipe, donc on a refait un petit peu quelques petites traces de nicotine dessus, tout simplement. Alors là, plus embêtant, ce monsieur, là, c'est plus une classe 2 maintenant, hein, c'est une classe 5, avec une latérale, avec exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais que vous voyez sûrement tous les jours dans vos cabinets. On avait coiffé, le praticien avait coiffé la latérale, lessive latérale, il a mis un attachement dessus, bon, mais 4 ans plus tard, extraction de la latérale, hein, mobilité de classe 4, bon, etc. Et, évidemment, pas de fraisage, rien du tout. Donc, on s'est orienté vers un traitement où on a coiffé le bloc antérieur, on a fermé le petit créneau que l'on avait ici, on a fermé les diastèmes en mettant les dents, en repalatinisant, si j'ose dire, les dents. Et au bout du compte, voilà le projet prothétique. Il ne s'agit pas de la prothèse, c'est uniquement des images de synthèse. Un petit dada que j'ai, mais ça permet de bien expliquer ce que l'on veut faire. Et voilà donc la prothèse qui est envisagée. À la mandibule, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Hein. Ici, on a dû enlever les 4 incisives, on a enlevé les 2 molaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu un bridge antérieur et j'ai fait une prothèse conventionnelle. La prothèse à châssis conventionnel bien conçue donne de bons résultats. Et au niveau esthétique à la mandibule, sur un homme, ce n'est pas critique. Ce monsieur a 50, 55 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà le châssis qui est envisagé, toute la zone antérieure étant de la prothèse fixée. Donc voilà quelques étapes, hein, on va vite passer pour ne pas perdre de temps. L'attachement qui a été employé, ben, je vous le dis parce que vous serez peut-être un peu curieux, c'est une glissière mini-léger. Mais j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre un CK, j'aurais pu mettre pas le Precivertix parce qu'il n'est pas rupteur, mais j'aurais pu mettre un micro 2, bien évidemment, ou d'autres attachements. Sur les attachements, vite, un petit mot. Sur les attachements, prenez toujours des attachements qui sont fabriqués par des maisons connues. Je veux dire par là, des maisons qui ne vont pas mettre la clé sous le paillasson. Parce que d'attachement, il y a des pièces qu'il faut changer. Imaginez que vous achetez une voiture, vous êtes obligé d'envoyer à la ferraille parce que la courroie de ventilateur n'existe plus. Ça serait un petit peu bête. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez avoir des très beaux attachements, mais si la maison n'est pas très connue, on ne sait pas si elle va être pérennisée dans le temps. Et voilà, donc, au stade de montage sur cire, la réalisation. Je galope un petit peu parce que le temps est compté et je ne veux surtout pas empiéter sur le temps de parole de mes amis. On peut aller beaucoup plus loin, toujours avec les mêmes principes. Là, je suis sur un cas un petit peu difficile, comme vous allez le constater, en voyant le patient. Le patient est en occlusion, voilà sa déviation. Évidemment, je le vois comme ça, je savais un petit peu ce qui se passait parce qu'on me l'avait dit. En fait, il a eu un carcinome épidermoïde, on lui avait enlevé la branche horizontale côté gauche, ainsi que la branche montante, ainsi bien sûr que l'ATM et tous les muscles afférents. Résultat, les thyroïdiens qui tirent du côté droit, déviation du côté gauche. Ce monsieur était le tonton d'une étudiante, j'espère que c'est parce qu'il y a quelques années, et vous savez que le pronostic du carcinome épidermoïde n'est pas terrible. Ce monsieur, son principal souci, c'était pas du tout sa fonction masticatrice. C'était son esthétique et surtout, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup ému et qui m'émeut toujours quand j'en parle, c'est que ces petites filles avaient peur de lui et lui faisaient plus de bises. Voilà, c'était sa motivation. Moi, je lui ai rien promis, je lui ai dit, écoutez, hein, je vais essayer ce qu'on peut faire, et puis on va voir, je vais appliquer mes techniques de prothèse amovible à votre cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une empreinte très difficile et très mauvaise. Je n'ai pas l'habitude de faire des empreintes d'algèbre comme ça, mais ce n'était pas possible autrement. Là-dessus, j'ai fait un porte-empreinte individuel, alors que je ne fais quasiment jamais de porte-empreinte individuel. J'ai fait un porte-empreinte individuel pour prendre ce reste, pas de mandibule, mais de tissu mou qu'on lui a greffé. C'est un morceau du grand deltoïde, autant que je me souvienne, et pour essayer de prendre cette empreinte. Après, bon, une empreinte avec un polysulfure, et au bout du compte, j'arrive à cette première empreinte anatomique à peu près correcte. J'analyse mes lignes de guide, je vois un petit peu comment je peux faire le châssis, qui répond exactement au même principe
que ceux que je viens de vous dire. Et là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement une base résine, j'ai refait une empreinte anatomo-fonctionnelle cette fois, et cette empreinte anatomo-fonctionnelle, je vais la compléter parce que c'est une chose qu'on ne sait pas, et Dieu sait si c'est facile. On peut tout à fait, en prothèse partielle amovible, faire des techniques piézographiques. Donc, sur cette empreinte, je vais ensuite, une fois coulée par moi-même, je vais ensuite réaliser une piézographie que vous voyez ici, avec la résine qui a enregistré le couloir prothétique, parce qu'inutile de vous dire que dans ce cas-là, vous avez en plus des brides cicatricielles, qui a enregistré le couloir prothétique, et c'est là que je vais pouvoir monter mes dents. Oh, il y a d'autres difficultés. Au maxillaire, on avait une prothèse totale qui existait, qu'on avait fait plus ou moins bien, et je comprends tout à fait le malheureux praticien qui s'est retrouvé confronté à cette situation. Donc, je gère une nouvelle prothèse totale, donc empreinte primaire, secondaire, etc. Mais le problème qui se trouve après, et vous allez dans la littérature, vous, à l'époque en tout cas, vous ne trouvez absolument rien. Comment je vais gérer la cinématique mandibulaire d'un patient qui a une seule articulation? Gros point d'interrogation, ça m'a fait réfléchir pendant pas mal de jours. Et je me suis dit, après tout, il n'a pas d'articulation, mais l'articulateur, il en a une de trop. Donc, j'ai fait sauter le boîtier condylien d'un articulateur de dentatus. C'est la plus grosse difficulté, c'est démonter le boîtier condylien de l'articulateur de dentatus. Donc, je l'ai démonté. Là-dessus, ensuite, je me suis rappelé d'une vieille technique de McCracken sur la FGP, où on enregistrait les déplacements de la mandibule par un trajet sur un mélange de résine et de plaques qui s'abrasait très facilement. Je dis, tiens, je vais utiliser ce système et je vais essayer d'enregistrer donc ces trajets. J'ai eu un résultat pas terrible, mais à peu près correct en tout cas, qui m'a permis de faire une première approche. Et là-dessus, ça m'a permis ensuite de monter les dents amovibles en respectant donc ces trajets. Alors ça c'est curieux parce que ça m'a mené à, comment vous dire, un montage qui sort de l'ordinaire. Je veux dire par là que quand on fait un montage de prothèse totale, on se rapproche tous d'une manière ou d'une autre, quelque manière qu'on appelle, d'un grand monsieur qui s'appelait Guizy, c'est le montage de Guizy. Après, il y a eu l'école de la Carméan, mais enfin, pour trouver la différence, il faut se lever de bonne heure. Bon, qui donne des dents maxillaires qui sont un petit peu obliques vers l'extérieur, qui regardent en arrière, etc. Tandis que là, c'est complètement inversé. Regardez l'orientation des molaires mandibulaires. Et vous allez voir que ça fonctionne pourtant. Ça fonctionne, j'appuie toujours sur ma télécommande ici, ça fonctionne parce qu'après avoir fait l'équilibration, j'ai fait un rodage, chose qui est oubliée. Le rodage, c'est très pratique pour finir une équilibration, avec de la ponce mélangée à de l'alcool, par exemple. J'ai fait un rodage et regardez les trajectoires que j'ai. C'est-à-dire que non seulement j'ai des points d'occlusion dans les positions extrêmes, mais j'ai des points d'occlusion de part et d'autre, à gauche et à droite, pendant toutes les trajectoires. Et quand la mandibule va se mettre en contact de ce maxillaire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se recentrer d'elle-même par les forces occlusales. Et j'en ai été moi-même surpris, j'y croyais pas, soit dit en passant. Voilà, le patient, 10 secondes avant de mettre la prothèse, 10 secondes après. Et on a rectifié, évidemment, cette symétrie. Le sourire du patient n'est pas du tout simulé, parce qu'il était très heureux. Il est allé l'après-midi, le midi même, c'est le matin, il est allé sur le port à Marseille, il a invité ses enfants et il a mangé la bouillabaisse avec ses petites filles qui lui faisaient 7 fois une bise. Alors, on va terminer avec ce cas-là. Xavier, tu me dis si je dépasse. On va terminer avec ce cas-là très rapide. Vous constaterez qu'il ne s'agit pas d'un dédentement unilatéral terminal. Je vous le dis tout simplement et tout naturellement, parce que je n'avais pas le cas en dédentement unilatéral terminal, mais on peut extrapoler. C'est un cas très courant. Cette dame a été traitée avec un bridge antérieur, parce que les dents étaient délabrées, et on lui a fait un châssis métallique de classe 1, tout à fait classique, sans aucun problème. Sauf que on a eu fracture de 2 racines sur l'hébébridge qui était de ce côté-là, qui a imposé l'extraction de ce bridge. La dame, on ne voulait pas la laisser sans rien. Alors, j'ai vu mon ami Patrick Tavitian, et je lui ai dit, écoute, si on essayait de mettre en temporaire un petit implant pour vite la dépanner et faire quelque chose. Il me dit, d'accord, et à l'époque, on essayait les implants Eurotechnica. Pour être précis, c'est le BO13 qu'on a utilisé, si je ne me trompe pas, dans ce cas-là. Donc, j'ai demandé à Patrick Tavitian d'extraire les débris de racines qui restaient. Dans la séance, il a mis son implant.
normalement, on peut le mettre en transmuqueux. On n'est pas obligé de faire un lambeau. Mais il se trouve que Patrick Tavidian, à juste raison, préfère voir un petit peu ce qu'il fait. Et il a fait un tout petit lambeau pour voir un petit peu sa crête, à quoi elle ressemblait. Il a mis son implant. L'implant comporte lui-même une petite bille pour faire la rétention. Voilà l'implant en place, quelques points de suture, c'est fermé, 3/4 d'heure, l'histoire un pas plus. Et moi, après, j'ai repris la main, j'ai pris l'ancienne prothèse que j'ai transformée en prothèse provisoire. Donc les dents qui ont été enlevées, c'est du provisoire, bien évidemment. J'ai mis l'attachement qui était prévu avec, qui est un O-ring. L'O-ring, si vous n'en servez pas, c'est beaucoup mieux. Parce que l'O-ring, il a une petite collerette en caoutchouc ici qui se détériore immédiatement, qui se délie dans la salive, c'est l'horreur, et on passe notre temps à les changer. Il faut savoir que c'est standard et qu'on peut tout à fait mettre une partie femelle d'attachement de Bonin. Quand on a fait ce cas, on a dit à cette dame, « Madame, vous savez, c'est pour vous dépanner, hein, et peut-être que dans 6 mois, 1 an, on enlèvera l'implant, on fera autre chose. » On a revu la dame 3 ans après, l'implant était toujours en place. Et qu'est-ce qu'on a dit? Bon, puisque ça t'est bien, pourquoi ne pas refaire une prothèse définitive? Et j'ai refait un châssis métallique, que vous voyez ici, la perforation pour l'attachement. On a fait, bon, je ne vais pas revenir sur les étapes, j'ai mis en bouche ensuite et positionné l'attachement. Ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il n'y a pas de rondelles d'espacement. Alors, il faut s'en bricoler une avec du papier d'étain, des choses comme ça, mais il faut des rondelles d'espacement toujours. L'implant, vous savez qu'il est rigide, hein, et la muqueuse se déforme, donc il faut un petit jeu vertical possible. Voilà, alors mise en articulateur, classique. Et puis j'aime bien, puisqu'on est entre vieux ici, donc j'ai sorti un peu de mon musée, mais j'aime bien l'employer de temps en temps, c'est l'articulateur de Wickmix, hein, qui a 60 ans, mais qui est toujours en parfait état de marche. Et puis on a fait d'autres montages, tranquillement, pour aboutir à la prothèse terminée, avec en propulsion un guidage qui se fait sur les 3 incisives restantes, hein, c'est tout à fait légitime. En latéralité, par contre, on a une occlusion qui est en protection canine sur la latéralité indiquée par la flèche, alors que de l'autre côté, j'ai réussi à avoir une occlusion bilatérale équilibrée parce qu'on ne le sait pas, on a peur, mais réfléchissez, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. On peut faire des occlusions cinématiques dissymétriques. Ce n'est pas interdit. Réfléchissez bien, vous verrez. Hein, je ne vais pas l'expliquer maintenant, ça serait trop long, mais c'est tout à fait possible. Voilà, et la dame, donc, s'est retrouvée dans cette situation. Je l'ai revue par le plus grand des hasards il y a 15 jours, parce que ça a blessé un petit peu un endroit, une bêtise comme ça, hein, et donc elle en est à 5 ans. 5 ans de réussite avec un implant qui ne vaut pas cher du tout, hein, je ne fais pas de la réclame, de la publicité, bien évidemment. Je crois qu'on est gagnant sur le challenge. On est gagnant. Après, peut-être qu'on fera autre chose, mais on a rempli notre contrat. Voilà, je vous termine ces dernières photos, et vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir été un peu rapide, ou un peu long si j'ai un peu dépassé le temps, hein, mais le temps nous est compté et il faut que tout le monde puisse trouver son compte. Merci à tous. Bien, merci Pierre qui nous a parlé de ces unijambistes de la prothèse partielle. C'est vrai qu'il est toujours très difficile de résoudre une classe 2. Et nous avons des questions. Et Pierre, tu vas être obligé de te soumettre au jeu des questions. Et nous avons 4 questions. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour les afficher? Non, parce que moi, l'informatique et moi, ça fait vraiment 2. J'appuie sur Refresh. C'est ça? Notre modérateur préféré va nous donner ça. On peut me la donner oralement aussi, éventuellement, si on n'arrive pas à l'afficher. Hein. Il m'envoie la question. Je pourrais vous la lire. Ça serait aussi bien. Allez, réalisez-vous une empreinte secondaire avec un porte-empreinte individuel au maxillaire? Non. Et pourquoi, s'il vous plaît? Voilà, évidemment, j'étais un peu sec exprès. Les porte-empreintes individuelles pour faire des châssis donnent de très, très mauvais résultats. C'est curieux. Mais il se trouve qu'il y a, à l'instigation du professeur Joseph Migosi, qui est mon maître, il y a à peu près 35 ans de ça. On a fait une enquête auprès de différents laboratoires spécialisés dans la prothèse partielle amovible sur châssis. Et ces gens-là, on leur a demandé dans quel cas êtes-vous obligé de refaire des châssis. Quasiment toujours quand il y avait des porte-empreintes individuelles. Autant au maxillaire qu'à la mandibule. Je vous répète, plus de 5000 châssis faits dans ma carrière, peut-être 10 000. J'ai utilisé
4 fois des porte-empreintes individuelles au maxillaire. Le premier cas, c'était un cas de bec de lièvre. Vous comprendrez aisément. Une fois, j'en ai utilisé à la mandibule. C'était un cylindrome qui avait été opéré, qui est une tumeur bénigne, comme vous le savez, mais récidivante, des brides cicatricielles partout. J'avais donc été obligé de faire un porte-empreinte individuel. Voilà. Et les 2 autres cas, je ne me rappelle plus. Mais tout le reste du temps, l'alginate avec le porte-empreinte métallique est de loin, mais de très très loin, et je persiste et je signe, le meilleur matériau, à condition de traiter votre empreinte vous-même. Si vous l'envoyez chez le laboratoire, sauf si le laboratoire est juste à côté de chez vous, elle ne sera pas coulée avant 3 ou 4 heures. Quelquefois, c'est 24 heures après, c'est même 36 heures après. Les prothésistes, vous savez ce qu'ils font? Ils les laissent tremper dans de l'eau ou dans des solutions antiseptiques, ce qui est encore pire. Vos empreintes sont déformées. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, il y a des témoins ici, Olivier Hu en particulier, les empreintes de châssis métalliques à l'hôpital, je les coule moi-même. Et elles sont coulées dans l'heure qui a suivi la prise d'empreinte. Après, le problème d'empreinte anatomo-fonctionnelle, c'est autre chose. Anatomo-fonctionnelle, c'est 99,9 fois des cas des empreintes mandibulaires qui se réalisent avec châssis. Mais là, le châssis ayant été réalisé. D'autres questions? Oui, merci. Bien, une autre question. Pourquoi ne fait-on jamais une empreinte anatomo-fonctionnelle qu'à la mandibule? Donc, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Et pour compléter ce que vient de vous dire Pierre, si vous voulez faire une empreinte anatomo-fonctionnelle, c'est pourquoi? Ben, tout simplement parce que la dépressibilité, effectivement, est différente au niveau des tissus muqueux qu'au niveau des tissus dentaires, au niveau des classes terminales. Le problème, c'est que quand vous prenez une empreinte aux alginates primaires, eh bien, vous avez une dépressibilité de la muqueuse que vous ne contrôlez pas. Et vous faites le châssis. Et à ce moment-là, vous faites un PEI dans les classes libres, terminales, mandibulaires. Et c'est là que c'est important parce qu'à ce moment-là, vous refaites votre empreinte secondaire, elle va vous resituer votre niveau muqueux sans dépressibilité par le châssis lui-même et vous allez retrouver la même situation en bouche que sur le modèle. C'est le seul intérêt de l'empreinte secondaire. Et les empreintes secondaires avec porte-empreinte individuelle ne servent à rien. C'est le châssis qui est le porte-empreinte individuel. Donc, ne faites des empreintes secondaires qu'à la mandibule et avec le châssis comme porte-empreinte, avec une selle derrière. C'est vraiment, je crois, le b.a.-ba. Tu es d'accord avec moi? Merci, tout à fait d'accord, Jean-Paul. Merci, Jean-Paul, tout à fait d'accord. Je rajouterai un petit détail. Il faut savoir que la surface d'appui... l'intérêt, c'est bien sûr dans les grands édentements ou dans les édentements terminaux, bien évidemment. Bon, mais il faut savoir qu'au maxillaire, vous avez une surface d'appui muqueuse qui est 3 fois plus importante qu'à la mandibule. Quand je dis 3 fois, c'est peut-être 4 fois plus. Pourquoi? Vous avez la voûte palatine. Et il y a en plus un détail, qui n'est pas un détail, particularité histologique, c'est que la voûte palatine, c'est de l'os avésien compact. Ce n'est pas de l'os alvéolaire, c'est exactement comme l'os d'un bras. C'est un os qui se résorbe quasiment pas au fil de la vie. Alors que l'os alvéolaire, lui, vous savez qu'il se résorbe en fonction de la perte des dents. Ceci dit, j'ai encore des exemples. C'est le privilège de l'âge, c'est un peu comme Jean-Paul, hein, c'est le privilège de l'âge. Il y a des cas que j'ai revus 28 ans, 30 ans après. Et j'en ai un, je m'en rappelle, il y a 3 ans. Un châssis que j'avais fait, ou qu'un étudiant avait fait, mais que j'avais supervisé en tout cas, aux alentours de 1980. Le patient est revenu nous voir à l'hôpital Nord il y a 3-4 ans et il demandait s'il fallait qu'on retouche son appareil. C'était une prothèse mandibulaire. Eh bien, la prothèse mandibulaire, je n'ai pas été obligé d'y retoucher parce qu'il n'y avait absolument aucune résorption. Il faut savoir que si vous avez des épisodes de force, et c'est vrai en prothèse totale aussi, avec de force modérée, avec des épisodes de repos, vous n'aurez pas beaucoup de résorption. Cela pourra être même ostéogénétique. C'est ce qu'on apprenait avant dans tous les CES de prothèse amovible, que ce soit de total ou de partiel. Il y a des lois très connues là-dessus. Donc, il ne faut pas croire que la perte des dents et l'appareillage aboutit obligatoirement à une grosse résorption. Un mauvais traitement, certainement. Pas de traitement du tout, certainement aussi.
Merci Pierre. Une dernière question, Monsieur Santoni, dans la conception du châssis métallique, bannissez-vous l'entretoise palatine? Sinon, pourriez-vous en exposer vos indications? Merci. Alors, si on reste dans le propos de l'exposé d'aujourd'hui, entretoise palatine, oui, banni complètement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle des édentements postérieurs, unilatéraux, mais bilatéraux, c'est pareil. Quand vous avez des dents postérieures qui sont absentes, il faut une grosse surface d'appui muqueuse. Or, il se trouve que les entretoises palatines n'ont quasiment pas de surface d'appui. Les entretoises palatines, c'est des travées de force qui réunissent les différents éléments de la prothèse. Donc, en principe, édentements terminaux, ça sera forcément des plaques palatines. Selon l'importance de l'édentement, plaque palatine ajourée, plaque palatine pleine, mais sûrement pas d'entretoise. Il faut savoir par ailleurs qu'une entretoise fait à peu près 12 dixièmes de millimètre d'épaisseur, parce que ce qu'on perd en largeur, il faut le gagner en épaisseur, pour la rigidité, c'est bien évident. Alors que sur les plaques palatines, la moyenne que l'on obtient, c'est à peu près 6 dixièmes de millimètre d'épaisseur. On peut penser que l'entretoise est plus confortable, c'est pas évident. Je n'en porte pas, mais il faudrait demander aux patients, c'est pas évident, en plus que ce soit plus confortable. Donc, dans les édentements terminaux, non, c'est prohibé. Les entretoises palatines sont réservées aux classes 4 de Kennedy, c'est-à-dire les édentements antérieurs, les classes 3 de moyenne et petite étendue, où là on a un appui essentiellement dentaire, bien évidemment. Je crois qu'on va avoir droit à une dernière question, mon cher Pierre. Pour une classe 5, nous sommes obligés de passer par les attachements et une prothèse composite, ou peut-on faire un stélite simple? Bonne question qui appelle un développement un petit peu long. Sur le papier, quand on est en édentement de classe 5, et je le rappelle pour certains qui ont un petit peu oublié la classification, la classe 5, c'est un édentement de moyenne ou grande étendue, terminal ou intercalaire, limité en mésial par une incisive. Bon, le gros problème que vous avez dans ce cas-là, c'est bien sûr la rétention dans le secteur antérieur. Je ne parle même pas du problème esthétique, je parle au niveau fonctionnel. Si vous avez une incisive latérale qui est au niveau mésial, d'abord, il ne vous sera pas possible de faire un crochet, elle n'a pas de ligne guide faite pour ça, vous ne pouvez pas faire une logette, ceci, cela. Mais la valeur parodontale n'est pas suffisante. Comment voulez-vous demander à une dent aussi fragile de tenir 4-5 dents sur le châssis métallique? C'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur le cas que j'ai présenté, où le praticien qui avait traité ça avait fait tout faux. Il faisait tenir son châssis sur une seule dent, une incisive latérale. Résultat des courses, extraction de la dent. Donc, dans 95% des cas, quand on est en édentement de classe 5, c'est de la prothèse composite, mais pas de la prothèse composite simple. De la prothèse composite que j'appelle de précision, avec des fraisages extrêmement précis. Les quelques classes 5 qui restent, que l'on peut arriver quelquefois à traiter avec des châssis conventionnels, c'est quand on n'est pas en édentement terminal. C'est-à-dire, si vous avez une classe 5 où persiste une bonne molaire, une deuxième molaire, une première molaire très solide sur laquelle vous allez pouvoir vous accrocher, à ce moment-là, vous pourrez compenser la perte de rétention que vous n'aurez pas dans le secteur antérieur et ça devient jouable. On en traite quelques-unes comme ça. J'aurais pu en amener, j'en ai pas amené à cause de la longueur de l'exposé, bien évidemment. Merci Pierre. Eh bien écoutez, je crois qu'on peut le remercier. Vous avez eu devant vous 40 ans d'exercice professionnel en prothèse partielle.